Le 9 octobre 1890 a lieu le premier décollage au monde d'un aéroplane à moteur. Il se nomme l'Éole. Son auteur, Clément Ader, autodidacte et touche-à-tout de génie, quitte le sol pendant moins d'une minute. Beaucoup d'autres vont suivre. Ainsi naissent ce qu'un film des années 60 appelle « ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine ». L'armée française acquiert ses premiers aéroplanes en 1909. Mais bien entendu, il y a une réflexion qui se produit avant. Doit-on acheter des avions? Est-ce que le dirigeable n'est pas mieux que l'avion? Etc. Il y a un certain nombre de problématiques qui se posent, ce qui est tout à fait logique. Et la problématique principale, je crois, qui fait que l'armée n'achète ses premiers avions alors qu'on peut parler d'un développement important de l'aviation en France à partir de 1906-1907, Santos-Dumont, etc., Farman. L'armée n'achète ses aéroplanes, entre guillemets, qu'en 1909, parce que elle a une démarche qui est une démarche de rationalité. Les militaires ne veulent pas faire monter à bord d'engins qu'ils estiment encore instables ou incapables de tenir l'air suffisamment longtemps des gens qui restent tués. Et les militaires attendaient que l'avion soit un moyen de locomotion fiable et durable avant de prendre cette décision. L'événement déclencheur est la traversée de la Manche par Blériot. Les militaires se rendent compte que l'avion peut franchir une trentaine de kilomètres sans tomber. Ils décident donc d'acquérir des aéroplanes. Deux services vont s'en disputer la possession, le génie et l'artillerie. Dès avant 1914, quelques personnalités, dont le général Joffre, futur général en chef des armées alliées, réfléchissent à différentes utilisations possibles de l'avion, dont le combat contre les dirigeables allemands. On envisage aussi de lancer des charges explosives au sol. D'hypothétiques duels aériens sont même évoqués. Lorsque la guerre éclate, au mois d'août 1914, l'aviation reste très dispersée dans les armées terrestres. Et l'avion va jouer un rôle important, relativement important, dans les premières batailles, notamment dans la bataille des frontières, dans la bataille de la Marne, où il va déceler donc l'avance des armées allemandes et permettre justement de monter en partie la manœuvre de la Marne en septembre 1914. Mais le premier combat aérien, donc avec une victoire, comme on dit, qui a été acquise, c'est le 5 octobre 1914, donc là c'est un avion français qui est piloté par un pilote qui s'appelle Franz, avec un mitrailleur qui s'appelle Queneau. Et Franz et Queneau abattent pour la première fois un avion allemand dans la région de Reims. C'est la première victoire aérienne. Et cette victoire aérienne est prise en compte par le grand quartier général, qui est le commandement de l'avant des armées, pour justement se dire, finalement, le combat aérien peut constituer une composante de l'emploi de l'aviation. Le grand quartier général prend également prétexte d'un certain nombre d'explorations qui ont été faites pour se dire, tiens, l'avion est un moyen d'exploration, d'observation, etc. Et le grand quartier général prend aussi prétexte
d'un certain nombre de bombardements. Alors vous savez, à cette époque, on utilisait des fléchettes en acier par paquets de sang qu'on jetait par-dessus bord en disant, bon, ça peut traverser un cavalier et son cheval de part en part. Bon, c'est un peu sordide, mais bon, on employait ça, voire des obus réformés. C'est-à-dire des vieux obus, on soudait des empennages dessus, on balançait ça par-dessus bord. Donc on a, vous voyez, les trois composantes de ce qui vont devenir les trois spécialités de l'aviation: observation, reconnaissance, bombardement et chasse. Pour l'arrière, le combat aérien est incarné par les As, des hommes comme Navarre, Lenoir, Brocard et Guynemer. Pour dominer le ciel, il faut faire monter dans le ciel beaucoup d'avions pour contrebattre donc l'ennemi, qui lui aussi essaye d'engager beaucoup d'avions. Donc ce principe de l'emploi en masse, en groupe de combat, comme on appelait ça à l'époque, le combat étant le nom qu'on donnait à la chasse, va complètement modifier en profondeur les caractéristiques de l'aviation et faire qu'au bout du compte, l'as va devenir marginal par rapport à ce qu'est la vraie aviation. Et en fait, ce qui fait l'aviation en 18, c'est le collectif, la discipline et l'emploi en masse. Mais là, ça a été conservé pour un certain nombre de raisons psychologiques. Il donnait au public l'idée que la guerre, la Grande Guerre, c'était une guerre de chevaliers qui se déroulait dans le ciel, en gommant complètement l'aspect épouvantable de la guerre, qui était la guerre de tranchées, dans la vermine, dans le sang. À la fin de la Grande Guerre, l'aéronautique militaire possède près de 5000 avions, dont près de 2500 sont utilisés sur le front. Ses effectifs atteignent 90 000 hommes, ce qui est considérable. Elle a également acquis une réelle autonomie opérationnelle au travers des combats qu'elle a menés, notamment à Verdun. L'aviation reste néanmoins un service de l'armée et l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. En parallèle, l'industrie s'est développée d'une manière spectaculaire. La France a pu transformer des usines automobiles qui ne servaient plus à grand-chose en usines aéronautiques. Pendant les 4 ans de guerre, plus de 90 000 moteurs et près de 52 000 avions sont fabriqués. Destinés aux armées françaises en priorité, ils fournissent également les Américains, les Britanniques, les Russes, les Belges, les Roumains et les Italiens. Pourtant, après l'armistice, cette industrie n'est plus nécessaire. Les 190 000 personnes qui la constituent vont fondre comme neige au soleil. Au début des années 20, ils ne sont plus que 10 000 ouvriers, techniciens et ingénieurs. On va se trouver pendant 10 années, presque 10 années, où on ne va plus rien produire. Parce que l'heure n'est plus à faire la guerre, l'heure est à faire la paix. Et pour faire la paix, on va développer les lignes aériennes. Et encore une fois, pour développer les lignes aériennes, on a du matériel. Tout le matériel que nous ont laissé les militaires. C'est ce matériel-là qui va permettre de démarrer les premières lignes aériennes, celles que tous nous connaissons, celles de Mermoz, celles de l'Aéropostale. En 1923, l'aéronautique militaire devient la 5e arme de l'armée de terre. Le ministère de l'Air est créé en septembre 1928 afin de centraliser tous les services aéronautiques. Le 2 juillet 1934, les sénateurs et députés adoptent le projet de loi qui donne officiellement naissance à l'armée de l'air, bien des années après la Royal Air Force britannique ou la Regia Aeronautica italienne. Le général Denain devient son premier chef d'état-major. Alors cette prise de conscience que, après tout, une guerre, il peut y en avoir encore une autre, elle arrive dans les états-majors français bien avant 1933, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Ce qu'il faut dire à propos de l'industrie aéronautique, c'est qu'elle est dans un état absolument lamentable au début des années 30. Bon, pourquoi lamentable ? La technique française est excellente, mais les Français, comme on disait, ne savent pas construire de grandes séries. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas encore de taylorisation de l'industrie. On va demander à des industriels qui souvent n'en ont pas la capacité de produire des prototypes répondant à des programmes spécifiques, sachant toutefois que ces industriels n'ont pas la capacité de lancer une production en série. On construit des avions tout à fait corrects, mais les séries ne sont pas au rendez-vous. Et cette industrie, pourquoi elle construit très peu ? Mais pourquoi construit-elle très peu ? Parce qu'en fait, elle se repose également sur ses lauriers de la Grande Guerre. Il ne faut pas oublier que la France est vainqueur
et qu'en fait l'innovation technologique et technique a été extrêmement faible dans les années 20. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne par les armées du Reich. Les Français ne peuvent compter que sur 350 avions de chasse et 210 avions de bombardement, auxquels s'ajoutent les 400 appareils britanniques expédiés sur le continent. On va se trouver en 1939 dans l'obligation, et même avant, dès 1937, dans l'obligation de commander des avions et des moteurs aux États-Unis pour avoir des avions qui soient des avions d'actualité. On a des avions de combat, des chasseurs qui sont là pour défendre le territoire national. On a des bombardiers où on n'en a pas, parce qu'en fait on en a très peu, qui sont censés attaquer le territoire adverse en profondeur. Mais sur le champ de bataille, on n'a rien. Les Allemands, eux, ont quelque chose. Tout le monde connaît le Stuka. Il n'y a pas de Stuka en France, il n'y a pas l'équivalent. L'aviation française n'est pas anéantie dès les premiers jours de l'offensive allemande de 1940. Elle se bat sans répit, conservant une certaine cohésion. Pourtant, au fil des semaines, les pertes s'accroissent. L'aviation apparaît vite aux yeux des chefs de l'armée comme l'ultime moyen de freiner l'avance allemande. Au terme de 6 semaines de combat, lorsque l'armistice entre en vigueur le 24 juin 1940, les aviateurs revendiquent quelques 850 Allemands abattus, dont 730 en combat aérien. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance sur la BBC un appel invitant les Français à venir le rejoindre pour continuer la lutte. Dès la veille, cependant, les premiers aviateurs partent pour la Grande-Bretagne. Tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs. Les premiers Français libres, arrivés à Londres en juin 40, c'étaient des mecs écorchés vifs et qui ne voulaient qu'une chose, se battre. De Gaulle, à cette époque, ça ne nous faisait ni chaud ni froid. On ne connaissait pas, on ne voulait pas savoir, on voulait juste se battre. Romain Gary, Dans la nuit sera calme. Quand on étudie les gens qui passent dans la France libre, ce sont des jeunes gens qui veulent continuer le combat, qui n'ont pas d'impératif de carrière, qui signent un engagement pour la durée de la guerre, qui vont vers l'inconnu. Les officiers qui quittent l'armée de l'air légale en 40 et qui passent chez De Gaulle, c'est l'inconnu absolu. Ils sont déchus de la nationalité française par le régime de Vichy. Leurs soldes, bien entendu, sont arrêtés. Les familles se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Et à la fin de l'année 40, comme les désertions des dissidents, comme on dit, ne cessent pas, le régime de Vichy donne l'ordre de tirer sur les avions qui s'envoleraient des bases. Les forces aériennes françaises libres naissent le 1er juillet 1940. Leur commandement est confié à l'amiral Muselier, seul officier de haut rang présent à Londres. Il donne aux aviateurs l'emblème figurant sur leur fuselage, une croix de Lorraine sur fond azur. Lorsque la bataille d'Angleterre s'engage, les Britanniques affectent les pilotes français les plus qualifiés dans leur squadron opérationnel où ils affrontent la Luftwaffe. L'histoire des forces aériennes françaises libres prend un tournant décisif avec le colonel Vallin. Donc Vallin arrive en 41, en avril 41, en Grande-Bretagne, et De Gaulle lui donne pour mandat de créer des forces aériennes françaises libres unifiées. Et donc Vallin va se dire,
je dispose d'un certain nombre d'escadrilles. Alors il y en a au Moyen-Orient, hein, en Égypte, il y en a en Afrique équatoriale, il y en a en Grande-Bretagne, etc. Il faut unifier tout ça. Donc il a l'idée de se dire, on va créer des groupes, et pour donner aux pilotes qui vont constituer ces groupes le sentiment d'appartenir, de représenter, de symboliser la France, d'incarner la France, on va donner à ces groupes des noms de provinces françaises parlantes. L'Île-de-France, le Normandie, quand on va créer le Normandie en 1942, le Bretagne, le Lorraine. Donc à partir de ces noms, en fait, on va incarner, aux yeux des pilotes qui constituent ces unités, le fait qu'ils appartiennent à des unités de la France occupée. Mais également, dans la propagande, c'est important, parce que quand on dira aux Français qui sont en France occupée, le Lorraine a bombardé Chevilly-la-Rue avec Mendès-France, etc., les gens de France se diront, tiens, il y a des unités qui se battent avec des noms de provinces françaises. Et Vallin va être véritablement l'unificateur. En novembre 1942, le groupe de chasse numéro 3 Normandie est envoyé en URSS pour participer à la guerre aux côtés des Soviétiques. Le général de Gaulle est désireux d'impliquer la France libre sur tous les fronts afin d'élargir ses alliances d'après-guerre. Une fois l'entraînement sur Yaxet achevé, le commandant Tulan prend le commandement du Normandie qui est immédiatement engagé sur le front. L'escadrille fait preuve d'une telle bravoure pendant la bataille du Niémen que Staline leur accorde le nom de Normandie-Niémen. Le 24 décembre 1940, le groupe de bombardement numéro 1 prend part à l'offensive du colonel Leclerc contre les positions italiennes de Koufra. Plusieurs unités de la France libre se battent aux côtés des Anglais pendant presque 2 ans en Afrique. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Les armées de Vichy, et notamment ses aviateurs, opposent une farouche résistance. Les Américains sont surpris par la résistance de l'armée de l'air. Ils sont même assez en colère. Et dans un premier temps, il y a une sorte de méfiance extrêmement importante qui va se développer de leur côté, en disant, est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui se sont battus de cette manière-là contre nous? Donc, les grands chefs américains, ceux qui sont aux États-Unis, n'est-ce pas, vont demander qu'en fait, cette armée de l'air ne soit pas réarmée, puisqu'on a parlé de réarmement avant même le débarquement, il y a eu des contacts, hein, ne soit pas réarmée d'emblée comme cela, mais qu'on teste la loyauté des pilotes français en les intégrant individuellement, vous vous rendez compte, individuellement, dans des squadrons américains et britanniques pour les tester, pour savoir s'ils sont fiables sur le plan de la fidélité. C'est sur le terrain que va se décider en fait le destin de l'armée de l'air, c'est que le général Eisenhower, qui commande les forces américaines en Afrique du Nord, va pousser à la roue pour qu'en fait, un certain nombre de groupes soient réarmés dans un premier temps. Le premier groupe qui va être réarmé, c'est le groupe de chasse Lafayette. La situation se débloque à l'été 1943 lorsque De Gaulle rejoint le général Giraud en Afrique. Ils forment un comité français de la libération nationale. La fusion des forces aériennes d'Afrique et des Français libres donne naissance à une nouvelle armée de l'air le 3 juillet 1943. Son premier chef d'état-major, le général Bouska, ne s'oppose pas au plan de réarmement américain. Bouska a ce sens politique qui fait qu'il sait très bien qu'à partir du moment où ces groupes seront reconstitués et réarmés, il pourra demander à un moment aux Américains de pouvoir les réunir dans des escadres de chasse ou de bombardement françaises qui vont former le noyau de grandes unités aériennes françaises. Et vous aurez en 1944 les escadres de chasse et de bombardement françaises qui seront réunies dans le premier corps aérien français. Le général Bouska obtient du commandement suprême allié la participation des aviateurs français aux opérations de reconquête de l'Europe. Parmi les 11 000 avions alliés qui, le 6 juin 1944, assurent la couverture du débarquement en Normandie, figurent ceux du Lorraine et du Berry. 250 avions français sont intégrés au dispositif aérien allié de l'opération Anville Dragoon, le débarquement en Provence, déclenché le 15 août 1944.
À la reconquête progressive du territoire national, succède l'assaut final contre l'Allemagne nazie. Il y a une idée qu'il ne faudrait pas avoir, c'est l'idée que l'industrie aéronautique française est complètement écrasée, détruite et rasée à la fin de la guerre. Elle a été très sévèrement touchée notamment dans les dernières années par les bombardements alliés, parce qu'il fallait bien bombarder les centres de production français, parce que n'oublions pas quand même que pendant toute la Seconde Guerre mondiale, l'industrie française va énormément travailler quand même pour l'occupant. Cette industrie n'est pas ruinée. Il y a 40 000 personnes à peu près qui travaillent dedans. Donc elle n'est pas détruite, elle n'est pas ruinée. Il y a un noyau. Le problème, c'est qu'elle est dépassée. Il a fallu reformer des ouvriers, rebâtir des usines pour refaire une industrie aéronautique solide et performante. Il a fallu aussi acheter du matériel à l'étranger. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire confiance à un seul industriel, quel qu'il soit, aussi talentueux soit-il, pour dire « Monsieur, vous allez demain être le pourvoyeur de l'aviation française ». Non, on ne pouvait pas commencer comme ça. Il fallait remettre en route la machine. Le ministre de l'Air, qui s'appelle Tillon à l'époque, en 1944-45, va dire « On va faire l'impasse sur un certain nombre de choses. On va faire comme si on avait assimilé ces progrès. » Et au bout du compte, ces progrès n'ayant pas été assimilés, l'industrie française qui va vouloir fabriquer des avions à réaction à tout crin, pendant cette période 45-47, ne va pas arriver à fabriquer des produits nationaux fiables. Pour résoudre le problème technique, on va se tourner vers les Anglais en achetant auprès d'eux donc des avions à réaction. Les premiers avions à réaction de l'armée de l'air seront des Vampires, qu'on achètera aux Anglais, on les fabriquera sous licence, ils s'appelleront les Mistral, et ce seront les premiers avions dont disposera l'armée de l'air, en attendant, à la suite de la faillite technique des sociétés nationales, qu'un certain Marcel Dassault fabrique pour l'armée de l'air son Ouragan, qui est un avion à réaction simple, beaucoup moins complexe que ceux des avions des sociétés nationales, mais qui va plaire à l'armée de l'air et que l'armée de l'air va acquérir. Ce sera le premier avion de fabrication française que l'armée de l'air aura à partir de 1949-1950. Un an de travail dans l'armée de l'air. Un an de vie dans l'aviation française qui se relève des ruines de la guerre, reconstruit ses usines, étudie de nouveaux matériels et livre aux équipages les premiers avions sortis de nos mains. Le Marcel Dassault 315 d'abord, qui répond aux missions d'entraînement, de transport et de liaison. M. Maroselli, secrétaire d'État aux Forces armées air, qui avait commandé le MD 315, a tenu à présider la sortie des premiers avions de la chaîne de montage. Février 1948 marque le début de ce que l'on appelle la guerre froide. Le blocus imposé par l'URSS du 24 juin 1948 au 12 mai 1949 autour des secteurs occidentaux de Berlin oblige les Alliés à organiser un pont aérien afin d'approvisionner la ville isolée. Les aviateurs français participent aux rotations aériennes, mais depuis 1945, l'essentiel de leur mission se déroule en Extrême-Orient. La priorité des armées françaises, c'est l'Indochine, à partir de 1945. Il faut se battre en Indochine. Dans un premier temps, les États-Unis considèrent que cette guerre s'apparente à un conflit de type colonial. Ils refusent de renouveler le matériel des Français, qui sont ainsi obligés d'utiliser leurs avions de la Seconde Guerre mondiale, Dakota, Curtiss. Les aviateurs sont employés en appui des forces terrestres engagées contre le Viet Minh. La guerre d'Indochine se transforme en guerre anticommuniste. À partir de 1949-50, les Américains se disent « c'est plus une guerre coloniale ». Il y a Mao Tse-tung, il y a la guerre de Corée, donc les Français sont à l'avant-garde des gens qui défendent l'Occident aux marches du communisme. Donc les Américains vont ouvrir grandes les vannes de l'armement. L'armée de l'air va complètement se renouveler avec des avions américains. Elle va pouvoir reconstituer une spécialité qu'elle avait dissoute en 1946, qui est le bombardement. Il n'y avait plus de bombardiers dans l'armée de l'air française, plus d'équipage de bombardement. Et elle va pouvoir disposer d'un certain nombre d'escadrons de bombardement qui vont, avec des B-26, se battre en Indochine. Mais également une aviation de transport extrêmement forte qui va comprendre 100 avions en 1954, ce qui est quand même conséquent,
dont des avions sont des avions américains, dont des avions lourds. Les premiers avions qui ressemblent au Nord Atlas, c'est-à-dire les C-119 qu'on les Français appelaient Packet, le Packet. En novembre 1953 est lancée l'opération Castor, la conquête d'une petite plaine au nord-ouest de l'Indochine, du nom de Dien Bien Phu. Toute l'opération de Dien Bien Phu repose sur la capacité de l'armée de l'air à ravitailler Dien Bien Phu. Mais toute l'opération de Dien Bien Phu repose sur l'ambiguïté des contacts qui ont eu lieu entre l'armée de terre et l'armée de l'air. L'armée de terre a promis à l'armée de l'air qu'elle maintiendrait la piste de Dien Bien Phu ouverte. C'est-à-dire que jamais le Viet Minh ne pourrait fermer la piste. Donc partant de ce fait, l'armée de l'air a dit « Ok, on peut vous ravitailler ». Or, le Viet Minh attaque Dien Bien Phu le 13 mars 1954. Le 16 ou le 17 mars, la piste d'aviation est coupée. Donc ça pose un problème immédiat, c'est que les avions ne peuvent plus se poser de jour à Dien Bien Phu. On se pose de nuit, mais très vite, le Viet Minh se rapproche. Vous savez, c'était une sorte d'étranglement en fait qui se passait. Tout Dien Bien Phu est construit autour de la piste. Et dans les dernières semaines de la bataille, en fait, l'armée de l'air ne peut plus faire autrement que de parachuter ce qui est nécessaire à la garnison depuis des attitudes qui ne cessent de croître. Parce que le Viet Minh se rapprochant du centre, en fait, la DCA est de plus en plus dense et l'armée de l'air est obligée, les avions sont obligés de monter de plus en plus haut. Et il y a un moment où la plus grande partie de ce qu'on largue tombe à côté parce que quand on largue de haut, ça disperse. Et il y a un moment même où l'armée de l'air s'est retrouvée à court de parachutes. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise des parachutes. Il n'y avait plus de parachutes en Indochine, donc ça a réduit considérablement le ravitaillement. Et au bout du compte, il y a quelques équipages courageux. Les pertes ont été importantes quand même, par la DCA. Il y a quand même quelques équipages courageux qui arrivaient à basse altitude, qui larguaient par-dessus les portes des avions. Et j'ai retrouvé dans un rapport qui a été fait par l'armée de l'air, par un responsable de l'armée de l'air en Indochine, un terme quand même assez qui évoque bien, en fait, la bataille de Dien Bien Phu. L'officier écrit « Nous avons perdu la maîtrise de l'air à Dien Bien Phu ». C'est-à-dire qu'une aviation a perdu la maîtrise de l'air face à une DCA qui maintenait un barrage pratiquement infranchissable. C'est quand même assez extraordinaire. Le 4 avril 1949, la France adhère au traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Les États-Unis étant à présent directement impliqués dans la défense de l'Europe, l'aide de Washington va s'exercer à divers niveaux, dans le cadre du plan d'aide militaire, mais aussi par des crédits directement injectés dans l'économie française. Le 17 novembre 1956 a lieu le premier vol du prototype du Mirage 3. À Istres, où vient d'être transférée l'école du personnel navigant du centre d'essai en vol, un appareil français, le Mirage 3, subit des essais de mise en vrille particulièrement impressionnants. Il s'agit d'étudier le comportement en vrille, commandé ou accidentel, du plus rapide des chasseurs modernes. Fin 1956. L'armée de l'air est engagée dans l'intervention menée par la France et la Grande-Bretagne en Égypte. Le président égyptien Nasser ayant nationalisé le canal de Suez, une artère vitale pour la navigation maritime mondiale, la France et la Grande-Bretagne décident d'envoyer sur place un corps expéditionnaire. Pour les Français, l'occasion est trop belle de porter un coup sensible à ce pays qui abrite certains des chefs de l'insurrection algérienne. Les préparatifs de l'opération Mousquetaire, dans laquelle la phase aérienne joue un rôle essentiel, commencent en juillet 1956. L'aviation égyptienne, forte de 200 avions, parmi lesquels des chasseurs MiG-15 et MiG-17 soviétiques, constitue une menace sérieuse. Après avoir neutralisé l'aviation ennemie sur ses bases dès le 1er novembre, les avions de transport stationnés à Chypre embarquent les unités parachutistes chargées de conquérir les points clés de cette grande artère maritime. Je suis persuadé que les concepts actuels de bases aériennes projetables, de bases aériennes de théâtre, etc., que l'armée de l'air a développés depuis, trouvent leur origine, en fait, dans la crise de Suez, où on s'est dit, il faut qu'on soit... on est capable de projeter des unités. Ça, c'est pas le plus difficile. Mais encore faut-il qu'on puisse les accompagner de toute l'infrastructure logistique qui leur est nécessaire. Une aviation sans infrastructure logistique, ça peut pas se battre. En 1956 est créée la première unité des commandos parachutistes de l'air. Ils répondent aux nouvelles formes de conflits dans lesquelles la France est impliquée.
Le rôle de l'armée de l'air en Algérie nécessite de nombreux aérodromes et un matériel varié pour mener à bien les multiples missions accomplies chaque jour sur tous les points du territoire. Des Mistral, monoréacteurs de chasse, des T-6, avions biplaces de reconnaissance, impeccablement alignés sur le parking, attendent pilotes et observateurs, prêts à décoller dès que l'ordre en est donné. La guerre d'Indochine à peine terminée, l'armée de l'air se retrouve au cœur du drame algérien. Compte tenu de l'absence de menaces aériennes, les aviateurs sont principalement employés en support de l'armée de terre, comme dans les premières années du conflit indo-chinois. Afin d'adapter le matériel au relief accidenté, l'aviation légère d'appui est créée. La géographie de l'Algérie et le type de guérilla menée par le FLN amènent l'armée de l'air à généraliser l'emploi de l'hélicoptère dans sa lutte contre l'insurrection. C'est à Istres que le prototype de l'avion de transport militaire C-160 Transal, fruit de la collaboration de firmes aéronautiques françaises et allemandes, a effectué son premier vol officiel en présence de nombreuses personnalités. Le Transal entre en service dans l'armée française en 1965. Il sera engagé dans toutes les opérations de déploiement extérieur pendant plus de 40 ans. Quand nous serons une puissance atomique, ce qui ne tardera plus guère, nous aurons d'autant plus de moyens pour faire sentir notre action dans les domaines qui nous sont chers et qui sont utiles à tous les hommes, c'est-à-dire la sécurité mondiale et aussi le désarmement. 3, 2, 1, feu! Après la guerre d'Algérie, l'armée de l'air reçoit une mission nouvelle, mettre en œuvre les armes nucléaires dont le général de Gaulle entend doter le pays. Avec le Mirage 4, elle est désormais chargée de l'emploi d'un arsenal qui fait de la France la 4e puissance nucléaire au monde. De 1964 à 1968, 62 de ces avions, armés d'une bombe A de 60 kilotonnes, entrent en service dans les escadrons des forces aériennes stratégiques. L'arme nucléaire confère à l'armée de l'air un statut particulier et en même temps la projette dans une forme de modernisme, de course à la technologie, et elle est au cœur de cette course. L'armée de l'air prend aussi la responsabilité des missiles balistiques sol-sol sur le plateau d'Albion. Les travaux débutent en 1967. 2 unités de tir sont formées. La première devient opérationnelle en 1971 avec 9 missiles équipés d'une tête nucléaire de 130 kilotonnes. La seconde unité est prête en 1972. Le Mirage 4 a pris sa retraite en 2005, totalisant près de 337 000 heures de vol. La mise en service opérationnel date de octobre 1964 à Mont-de-Marsan, donc création du premier escadron pour la dissuasion nucléaire, avec une mission relativement discrète, bien sûr, tout reposait justement sur cette discrétion. C'est un avion qui est resté un petit peu dans l'ombre pendant très très longtemps. Donc pour vous dire, il s'est passé quand même de nombreuses années jusqu'à ce que je sois confronté au quotidien au vol du Mirage 4, à son bruit, à l'odeur qu'il dégageait. Et puis voilà, et après une fois qu'on l'a touché, c'est un avion qui mêle à la fois la technologie, parce que malgré tout il y avait de la technologie, mais aussi un passé assez riche, assez prestigieux. C'est un avion qui reste à la fois lourd, à la fois en vol très, très majestueux, et surtout qui attire le regard. On ne peut pas être insensible à cet avion-là, c'est pas possible. Il est dessiné, regardez ces lignes, vous allez voir, on fait pas mieux, on fait pas mieux.
Dès les années 70, des forces de souveraineté air ont été implantées dans les départements et territoires d'outre-mer. Des forces de présence sont également prépositionnées en Afrique, conformément à des accords de défense passés entre la France et plusieurs États de la région. Dès l'instant où les C-160 Transal et les DC-8 peuvent acheminer des charges importantes sur de longues distances et sans multiplier les escales, les opérations sont déclenchées avec force et rapidité. L'autre point essentiel tient dans la maîtrise de la technique du ravitaillement au vol. Grâce à lui, l'aviation de combat peut intervenir rapidement en Afrique, au Moyen-Orient et n'importe où dans le monde. Le 28 octobre 1977 est déclenchée l'opération Lamentin, à la demande du gouvernement de Mauritanie. Il s'agit de mener des actions contre les rebelles du Polisario qui revendiquent la possession du Sahara occidental. Cette opération, à dominante air, illustre le nouveau style coup de poing des interventions extérieures de la France. De 1983 à 1984, l'armée de l'air est engagée dans l'opération Manta. Le président du Tchad, Hissène Habré, et son opposant, Goukouni Ouédeye, soutenu par la Libye, se livrent une guerre sans merci. En fait, l'Afrique, ça faisait partie intégrante du paysage de l'escadre où j'étais, puisque les deux escadres de Jaguar, la 7e et la 11e escadre de chasse, étaient en Afrique depuis la Mauritanie. Moi, je suis arrivé donc en 80 à la 7e escadre de chasse, et très vite, on part en détachement. Et puis, l'opération, évidemment, qui était marquante pour tout le monde, c'était l'opération Manta. Donc en 1984, où là, nous nous sommes succédés à N'Djamena. Et en arrivant à N'Djamena, c'était effectivement une ambiance assez extraordinaire, d'un travail avec des avions armés en permanence, qui décollent armés. Donc ça, c'est déjà quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu curieux, mais à l'époque, c'était quand même relativement rare. Il y avait guère que dans ces occasions qu'on travaillait vraiment dans une ambiance complètement opérationnelle. Manta s'achève en octobre 1983, après un accord signé entre Paris et Tripoli. Après le franchissement du 16e parallèle par les forces armées libyennes, la France déclenche l'opération Épervier en 1986. Le président François Mitterrand ordonne le bombardement de l'aérodrome d'Ouadidoum, d'où les Libyens menacent la capitale tchadienne, N'Djamena. Une première attaque est menée en février 1986, puis une seconde le 7 janvier 1987. L'objectif assigné par les forces françaises était la neutralisation de la piste de Ouadidoum avec 12 avions, libre choix au départ pour les munitions. Donc nous optons tous pour les bombes antipistes et une certaine pression politique pour faire de plus gros trous visibles, je dirais, par nos Mirage 4 de reconnaissance, nous impose de partir avec 8 avions en bombes antipistes et 4 avions en bombes freinées classiques de 250 kg. Ravitaillement en vol, après la fin de montée. Deuxième ravitaillement en vol juste avant le début de descente sous la couverture radar. Donc après départ en basse altitude, très basse altitude, voire très basse altitude. À 10 nautiques de la piste, le premier largage des leurres infrarouges, des équipiers devant moi, qu'il nous faut craindre effectivement des départs missiles. Et là, les premières BAP-100 partent avec un propulseur. L'attaque se passe bien, 12 avions, nous dégageons vers le sud. Mais le ravitaillement s'est passé, le plein pétrole et le retour à Bangui. Les mirages F1CR de reconnaissance révèlent qu'en dépit des dommages qui lui ont été infligés, l'aérodrome d'Ouadidoum reste une menace potentielle. Le danger ne disparaît que lorsque les troupes du gouvernement tchadien s'en emparent définitivement. Le 2 juillet 1984, le Mirage 2000 est entré en service officiel dans l'armée de l'air. L'invasion du Koweït par les armées irakiennes en août 1990 constitue le début d'un long processus qui aboutit le 17 janvier 1991 à un conflit entre une coalition dominée par les États-Unis, à laquelle la France s'est associée, et l'Irak, dont l'armée est présentée alors comme l'une des plus fortes du Moyen-Orient. Pour la guerre du Golfe, l'armée de l'air doit tout d'abord déployer une soixantaine de ses avions à plus de 7000 km de la métropole, avec tous les problèmes logistiques, techniques et humains que cela suppose. Il lui faut aussi réussir l'intégration de ses moyens dans l'ensemble des forces aériennes alliées. La guerre du Golfe a représenté
du point de vue tactique et du point de vue stratégique, un tournant pour l'armée de l'air. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois que l'on va opérer au sein d'une coalition quasiment otanienne, au sein d'une coalition qui a déjà ses règles du jeu. Et nous allons arriver dans cette coalition avec du matériel performant, c'est vrai, bon. Par contre, on n'a peut-être pas, non pas toutes les règles du jeu, mais on a appris aussi à jouer nous-mêmes. Ce matin, la crise internationale est entrée dans une phase décisive. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Notre objectif a été une base aérienne. La base aérienne d'Al-Jaber sur le territoire koweïtien, qui regroupait des sites de lancement de missiles chimiques, des sites de stockage. Donc chaque avion avait son objectif particulier sur ce site. Nous avions décidé d'y arriver en 2 groupes de 6 avions, parce que bien entendu, un groupe d'avions aussi important va se gêner, va risquer de prendre les éclats d'un autre groupe lorsque les munitions explosent au sol. Donc il est plus sage de décaler dans le temps les attaques des 2 groupes. Bon, malheureusement, ça a un inconvénient que nous avons rapidement découvert, c'est que le premier groupe réveille les ennemis qui sont en train de boire le café, et lorsque le deuxième groupe arrive 1 minute 30 plus tard, ils sont bien réveillés et sur leur machine de guerre. Donc le premier groupe est passé sans encombre, alors que le deuxième groupe dont je faisais partie a souffert, a subi les tirs denses des défenses ennemies. Le premier à être touché, ça a été moi-même. Donc mon avion a pris un missile qui est arrivé par le travers droit, donc de plein fouet. L'avion a perdu tout son côté arrière droit, et ce qui a mis le feu au côté gauche par la même occasion. Et quasiment dans le même temps, un autre équipier a pris une balle de Kalachnikov dans la tête. Donc une balle qui miraculeusement a fait le tour de son cuir chevelu, rentrant et ressortant du cockpit, où son intégrité physique était atteinte, avec, je dirais, un handicap qui était tout d'abord que le sang qui coulait de son visage lui brouillait la vue. Donc nous étions à ce moment-là très très bas, près du sol, à une vitesse très élevée, donc le danger est immédiat. Les Jaguars prennent le chemin du retour. Le pilote, affaibli, est guidé par ses camarades vers la piste d'atterrissage où il se pose sans encombre. Il est immédiatement emmené à l'hôpital et sa blessure se révèle superficielle. On sait se faufiler à basse altitude entre les collines en Europe. Et là, tout d'un coup, on se retrouve au milieu d'une coalition où les règles du jeu sont plus tout à fait les mêmes. Il ne s'agit plus de se faufiler à travers les collines, il s'agit de s'intégrer à un dispositif énorme. Pendant les 43 jours d'opération, les pilotes accomplissent plus de 10 000 heures de vol et près de 5 000 sorties. Le 27 avril 1991, l'armée de l'air quitte l'Arabie Saoudite. Le 2 avril 1992, les soldats français s'embarquent sous mandat de l'ONU en direction de l'ex-Yougoslavie où la guerre civile fait rage. Leur mission est de s'interposer entre les combattants afin de protéger les populations civiles. En juin, l'armée de l'air participe à la mise en place d'un pont aérien destiné à ravitailler la ville assiégée de Sarajevo. Il permet d'apporter régulièrement nourriture et médicaments pour une population au bord de la famine. On fait ce pont tous les jours. À l'époque, on savait donc qu'on nous tirait dessus avec du petit calibre. Et donc, on privilégiait des approches très fortes pentes
pour passer au-dessus de la ville qui est en finale, qui est 1 kilomètre en finale, qui s'appelle Iliza. Et sur les toits des maisons, on voyait des soldats, enfin des miliciens nous tirer dessus avec des kalachnikovs. Donc on les voyait très clairement. On les voyait pas toujours, mais en tout cas, quelquefois, on trouvait des trous dans l'avion. Mais on ne craignait pas la menace missile, donc on arrivait en moyenne altitude, et puis ensuite on se mettait sur une grande pente dès qu'on voyait la piste, parce qu'il n'y avait pas de moyen de radionavigation, mais c'était l'été, et globalement on arrivait à bien voir la piste. Pour moi, il y a un avant Sarajevo et un après Sarajevo, stratégiquement parlant, et notamment pour l'aviation de transport. C'est-à-dire que par ce signe, un peu comme pour le pont de Berlin, la communauté internationale dit: aujourd'hui, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait pour vous montrer qu'on n'est pas d'accord, mais on ne prend pas impunément une ville en otage et on ne l'assiège pas. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le droit d'ingérence humanitaire était à peine naissant, enfin, il n'était pas reconnu. Donc, il n'était pas question à l'époque, personne ne voulait frapper les belligérants parce qu'on estimait qu'on n'avait pas le droit. C'est seulement après les accords de Dayton qu'on va utiliser d'autres modes d'action. Mais actuellement, avec le pont aérien, non seulement on fait de l'humanitaire, mais on dit on n'est pas d'accord, et donc on s'interpose entre vous de cette manière-là. En août 1995, les aviateurs français sont engagés dans l'opération Deliberate Force, dans laquelle l'OTAN frappe les positions serbes en Bosnie-Herzégovine. Un avion français est abattu. Les 2 pilotes parviennent à s'éjecter. Ils tombent entre les mains des Serbes et ne seront libérés qu'à la fin de l'année, à la suite des accords de paix de Dayton. Quatre ans plus tard, la conférence de Rambouillet, qui tente de résoudre le conflit opposant Serbes et indépendantistes albanais au Kosovo, se solde par un échec. L'OTAN déclenche alors des frappes aériennes sur les forces armées serbes. Les aviateurs français sont présents dès le premier choc. Quand on quitte le ravitailleur, que commence le choc avec la guerre, parce que les combats commencent. Alors le raid n'a pas commencé, puisque les avions se rassemblent sur le circuit d'attente, mais on voit... je suis passé sous jumelles de vision nocturne, et à partir de là, je rentre dans le monde monochrome vert des jumelles, mais je vois distinctement les missiles de croisière qui partent des bateaux qui sont des bateaux américains qui sont en dessous. Je vois très distinctement toutes les explosions au-dessus du Kosovo, de la Serbie, même de Pristina, parce qu'il est caché derrière les montagnes, mais on voit des lueurs qui éclairent le périmètre des montagnes. On voit des tirs d'artillerie, des missiles qui montent, et on sait que là, oui, ça va être dur. Ça va être très dur. On s'axe sur notre objectif. On commence à la radio à entendre que les Serbes, les forces aériennes serbes ont décollé, qu'on a 2 MiG-29 qui descendent de Belgrade avec, a priori, de mémoire, 4 MiG-21. Et qu'ils sont encore à quelques centaines de nautiques au sud de Belgrade, mais qu'ils sont dans notre direction et que le combat va être très très dur. Donc on s'engage. Là, les MiG-29 approchent. Et puis, dans les 2 MiG-29, le contexte, on l'a totalement compris, vécu, même par ces mots-codes. C'est une clarté quand on est menacé, c'était étonnant. Les 2 appareils arrivent, ils sont engagés par les F-15. Il y en a un qui fait demi-tour. Le premier échappe à un premier tir. Et puis en fait, il arrive à 30 nautiques, il est tiré à 30 nautiques, et on voit dans le ciel une boule de feu qui tombe, et c'était une première victoire aérienne des Américains au Kosovo. Et étonnamment, il n'y a aucune satisfaction, aucune réjouissance. C'est un pilote qui a fait son métier comme nous, qui a été descendu, et c'est ce pilote qu'on a reconnu. Et c'est ça qu'on a vu, c'est rien d'autre. Pendant 78 jours, l'aviation de l'OTAN pilonne le potentiel militaire de la République fédérale de Yougoslavie. Plus de 58 000 missions aériennes sont accomplies. Elles causent la perte de 2 appareils américains. La DCA serbe tire plus de 800 missiles sol-air.
Le 3 juin 1999, un accord est conclu entre le président serbe Slobodan Milosevic et des envoyés spéciaux de l'Union européenne, de la Russie et de la Finlande. On a compris à travers le Kosovo une chose très importante. L'armée de l'air a compris une chose très importante. C'est que dans ce genre de conflits, qui sont quand même des conflits très ciblés, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. Il y a un élément qui est déterminant. C'est qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Or, il faut durer. Et ça, on a appris au Kosovo. Ça fait pas partie, je dirais, des conclusions évidentes, des conclusions spectaculaires. Mais on a appris au Kosovo qu'à partir du moment où on s'engage dans un conflit, il faut se donner les moyens de durer. C'est-à-dire avec les matériels, mais aussi avec les hommes, à travers leurs spécialités. Et je pense là aux mécaniciens. L'une des grandes missions de l'armée de l'air consiste aujourd'hui à surveiller et préserver la souveraineté de l'espace aérien français en métropole, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer. Le nouvel avion Rafale entre en service en juin 2006 à l'escadron 1-7 Provence basé à Saint-Dizier. Chaque jour, les contrôleurs s'assurent du respect des couloirs aériens militaires et de leur bonne cohabitation avec la circulation aérienne civile qui dépend du ministère des Transports. Radar contact. Scope 6541. Le travail au sein des structures de l'OTAN fait aujourd'hui partie du quotidien des aviateurs. Ainsi, l'armée de l'air peut désormais assurer des responsabilités lors d'opérations internationales. La France a pris le commandement de grosses structures otaniennes, qui s'appelle la force de réaction rapide de l'OTAN. La France en a assuré déjà l'armée de l'air, à travers l'armée de l'air, et déjà depuis quelques années, est capable d'en assurer le commandement. C'est-à-dire qu'au niveau des états-majors, on peut diriger une opération otanienne avec des centaines d'avions, avec énormément de missions, tous les jours. Autrement dit, en travaillant ensemble, en parlant la même langue et en parlant des mêmes choses. L'armée de l'air participe chaque année à Red Flag, exercice aérien interallié où sont recréées des situations très proches du combat réel. Dans Red Flag, c'est des rouges contre les bleus. Dans les bleus, il y a des avions qui sont là pour protéger les avions d'attaque au sol. Et donc les avions, la sweep, ce qu'on appelle, donc les avions de défense aérienne qui vont attaquer les rouges, passe en premier les lignes et commence un combat aérien contre les rouges. Et là, c'est un combat aérien qui va durer 5-10 minutes. Et le but, c'est de pouvoir nettoyer la zone de façon à amener tout le monde. Et forcément, le rouge, lui, le but, c'est de se faire oublier quelque part, attendre un petit peu, pour pouvoir perturber tout le monde au moment opportun. Donc ça reste un jeu du chat et la souris. Un jeu, mais qui donne l'occasion aux pilotes de se confronter et de tester les performances de leurs appareils. En 2008, au Nevada, les Rafales français affrontent les F-15 et F-16 américains dans un combat certes amical, mais néanmoins sans merci. Dans cette séquence, on mesure toute la difficulté pour le pilote français d'accrocher au radar l'avion qu'il pourchasse. Red Flag n'est pas seulement un duel entre pilotes. Les mécaniciens de chaque nation participante, avec leurs moyens propres, rivalisent pour assurer la mission. On est capable, même avec des gens qui sont très organisés, qui ont des moyens qui sont sans aucune commune mesure avec les nôtres, de les étonner parce qu'on est capable de s'adapter, d'aller vite, où chacun trouve sa place et de compenser finalement des moyens qui sont quelquefois nettement moindres par
de l'agilité, de l'adaptation. Je crois que c'est vraiment ce qui caractérise le monde de l'armée de l'air quand on est en opération. Je l'ai toujours vécu comme ça. Après les attentats contre le World Trade Center, le 11 septembre 2001, les Français prennent part aux opérations en Afghanistan. Les avions français qui se battent aujourd'hui en Afghanistan sont au même titre que les avions belges, les avions allemands, avec des règles d'engagement globalement les mêmes, mais à la fois différentes pour chaque pays. Chaque pays donne des limites à ne pas franchir. Bien, mais tous les types de missions qui nous sont demandées au profit des forces alliées, nous sommes capables de les remplir. Chaque jour, les Rafales et Mirage 2000 décollent pour assurer la sécurité des troupes alliées sur le terrain. Le type de mission en Afghanistan, c'est la protection des troupes au sol, des escortes de convoi, ou la protection de points où il y a des troupes françaises ou étrangères en Afghanistan. Ça peut être de la présence aérienne assez haute, de la présence en très basse altitude, et à l'issue, s'il n'y a toujours aucune réaction, on peut aller jusqu'au tir canon ou tir de bombe. En 2009, l'armée de l'air fête son 75e anniversaire. Si les chasseurs, transporteurs, mécaniciens ou contrôleurs n'ont plus qu'une lointaine parenté avec les As de 14 ou les rebelles de la France libre, peut-être partagent-ils toujours ce vieux rêve, cette même fascination qui a toujours été le moteur des hommes. Aller un peu plus loin, un peu plus haut, dépasser les limites, partir à l'aventure.